contente de recevoir Lily Reynaud-Devoir. Donc, merci Lily d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, Lily, elle était lauréate du prix en 2013 et c'est aussi voilà, à l'occasion de sa récente exposition au Palais de Tokyo. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir aussi. Donc voilà, je passe le micro à Julien. Encore un mot de bienvenue à Lily. Voilà, merci et bonne rencontre à tous et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je suis vraiment très enchanté que Lily ait accepté mon invitation pour, je crois que c'est la 4e édition d'Input. Donc Lily, je vais monopoliser un tout petit peu la parole au début pour juste recontextualiser et présenter un petit peu ton travail d'une manière un peu globale, on va dire. Donc, pour retracer un petit peu ta biographie, tu es né en 1975. C'est vrai qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, donc j'ai vu évoluer ton travail qui, depuis tes années de formation dans une école d'art à Glasgow, si je ne me trompe pas, hein, qui était dans les années 2000. Bon, on va repartir de plutôt de ta dernière expo. On va faire un parcours rétroactif. Donc, tu as exposé au Palais de Tokyo récemment sous le titre Salut, je m'appelle Lily et nous sommes plusieurs. C'est une exposition qui s'est achevée le 7 janvier dernier. Et dans cette exposition, c'était surtout les vidéos qui prédominaient, mais avec une scénographie qui était assez complexe, avec d'une part une trattoria reconstituée qui était la trattoria où Pasolini avait pris pour habitude d'aller déjeuner ou dîner. Et donc tu avais reconstitué ça avec un certain nombre de vidéos dont on reparlera un peu plus tard. Et puis l'autre salle, la salle en arc de cercle du Palais de Tokyo, où là, il y avait un certain nombre de vidéos aussi avec des témoignages d'hommes de ton entourage autour de leur sexualité, de leur intimité, de leur manière de se construire ou de se déconstruire, et tout un certain nombre de vidéos de toi performant, qui est quelque chose de récurrent dans ton travail, ces performances où tu danses nu, souvent peintes avec des couleurs orange ou argent, et tout ça qui était aussi mis en réverbération avec ton propre journal intime et tes échanges avec le Palais de Tokyo. Je me trompe pas, c'était pour résumer ou... Bon. Et donc voilà, là-dedans, le son n'était pas ce qui prédomine dans ce travail récent. Donc on va revenir petit à petit pour voir à quel moment ces choses-là se sont développées, parce que quand même, il faut bien dire que la musique ou le son occupe dans ton œuvre une place singulière, particulière, qui est toujours en relation avec les formes que tu produis, mais c'est surtout une façon de projeter sur la musique des intentions, on va dire, des intentions, des enjeux qui recouvrent quelque chose de plus large que la musique elle-même, mais peut-être des revendications sociales, politiques, une certaine forme de contre-culture, que ce soit dans le milieu de la musique jazz afro-américaine, autant que dans la scène un peu noise, underground, etc. Il y a aussi beaucoup la parole qui est importante dans ton travail. Donc moi, je vais bientôt te la donner, mais ton travail s'articule beaucoup aussi autour de textes. C'est très discursif et depuis 2005, moi j'ai envie de retracer tout ce qui s'est passé depuis les débuts et ce que tu as mis en germe dans tes premières installations et tes premières performances. Et alors pour commencer un petit peu la discussion,
je voulais te poser juste une question qui sera une sorte d'amorce, et je me l'étais réservé, qui n'a pas à voir avec le son directement, mais tu vas comprendre. C'était, on s'est revus, on s'était pas vu depuis un certain temps. Tu t'étais très activé pour la préparation de l'exposition au Palais de Tokyo. Je t'avais vu peut-être une semaine ou une dizaine de jours avant un concert, justement, et je ne savais pas du tout quel allait être le contenu de l'exposition, et je t'avais demandé, mais est-ce qu'il y aura des peintures? Et tu m'as regardé un peu éberlué, mais j'ai jamais peint. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc de hippie? Et en fait, moi, je faisais. Si tu m'avais dit ça, tu m'avais dit de la peinture. Je suis pas une hippie. Et du coup, j'avais envie de te demander ça parce que moi, je me souviens quand même de peinture au sens qui n'était pas de la peinture au sens de la peinture au sens d'un geste où tu crées un tableau au sens d'un objet réifié ou quoi que ce soit, plus dans la façon dont tu agençais souvent des textes qui étaient peints. Les textes de Sun Ra, par exemple, c'est quand même des panneaux peints et qui avaient quand même une dimension formelle qui était importante. Et donc, je voulais juste partir là-dessus. Pourquoi le son, pas la peinture? Pourquoi tu exclus la peinture? Enfin, ou en tout cas, sans la dénigrer pour autant, mais voilà, j'ai envie de partir de là. Bah oui, c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais, je t'avais réservé la surprise. D'ailleurs, alors je me souviens pas du tout pourquoi j'ai associé la peinture à un truc de hippie, parce que c'est pas du tout actuellement la manière dont je regarde la peinture telle qu'elle est produite dans le champ de l'art et dans l'espace commercial de l'art, on va dire. Alors c'est vrai que c'est le seul médium que j'ai pas du tout expérimenté, quoique j'ai quand même, il y a quelques années, donc au moment où j'ai fait une expo qui s'appelle Lady to Fox avec la galerie Clearing à Bruxelles, et où en fait c'est des films, enfin c'est un seul qui a été montré, mais j'en ai fait 2 où je danse avec des moutons dans un champ en Vendée. Donc j'avais un peu envie de sortir de l'espace du musée qui est celui où normalement je danse nue, le corps peint, etc. Et j'en avais un peu marre. Donc je suis allée danser avec des moutons. Ça s'est pas très bien passé. Mais avec comme dans les musées, ça se passe jamais très bien non plus. Mais là, les moutons ne voulaient absolument pas me fréquenter. C'est un peu comme dans les musées d'ailleurs, des fois, ou les centres d'art avec les commissaires. Mais ça, c'est autre chose. Et donc là, à cette période, j'avais fait un peu de peinture dans mon atelier. Je voulais être un peu dans un truc un peu Rosa Bonheur 2018. Peindre des moutons? J'ai peint des animaux, ouais. Mais je suis très mauvaise peintre. C'est surtout pour ça que je ne peins pas. Enfin, je ne sais pas dessiner. J'aimerais beaucoup, mais j'y arrive pas. J'ai fait plein de cours de nus, de modèles vivants, etc. J'ai été modèle et dessinatrice, mais je suis une très mauvaise dessinatrice et une très mauvaise peintre. Et je le regrette parce que je pense que c'est une perspective intéressante pour les artistes aujourd'hui de faire de la peinture. Et alors, je ne sais pas du tout pourquoi je t'ai dit truc de hippie. Et c'est vrai qu'après, j'ai peint du texte. Et c'est marrant parce que même là, récemment, je me suis dit, tiens, je vais peut-être peindre en fait. Mais très récemment, hein, parce qu'en fait, alors là, je pars dans des anecdotes, je ne sais pas si on va arriver quelque part, mais je dois vider une partie de mon atelier pour accueillir l'exposition que j'ai faite au Palais de Tokyo, et il se trouve que j'ai beaucoup prêté cet atelier, c'est plus un espace collectif, enfin, plus ou moins, et j'ai un ami qui a entreposé des très grands châssis depuis très longtemps, qui va donc les enlever, mais en fait, lui, il fait plus de peinture comme ça, il fait une peinture sans châssis, enfin, il appelle ça, c'est un artiste qui s'appelle Hugo Shibeta, très bon artiste, et je sais plus comment ça s'appelle, la peinture utile, peut-être. En tout cas, il n'a plus de châssis, il récupère des tissus sur lesquels il peint, donc je récupérais ces châssis, et peut-être que je vais faire de la peinture. Et je me disais, je vais partir peut-être de mon journal, par exemple, ou voilà. Donc, le texte peint, ça m'intéresse éventuellement. Et c'est vrai qu'il y a eu ces très grands formats qu'on verra peut-être tout à l'heure dans... Il y a un film d'ailleurs d'une performance où ils apparaissent. J'ai fait des très grands formats, donc c'est des dessins avec des lettres pochoirs, mais là, ils ne sont pas utilisés comme pochoirs, ils sont utilisés avec du crayon de couleur, qui sont en effet des textes de Sun Ra. Qui était au départ sur des tout petits, donc Sun Ra, le musicien de jazz afro-futuriste, on peut dire,
américain, qui a aussi écrit des pamphlets dans lesquels en fait il parle de sa relation à tout un univers en fait théologique un peu afrocentriste, ou en tout cas qui rejoue en fait une histoire. Lui, il est très intéressé par ce que c'est que l'identité africaine-américaine, la spécificité de cette identité, et donc il travaille un peu là-dessus sur en fait à la fois désessentialiser l'identité noire en quelque sorte pour la ramener du côté de cette identité africaine-américaine. Bon, c'est une autre histoire, mais du coup il produit des textes un peu théologiques sur lesquels je me suis appuyée, que j'ai recopiés, un peu comme une copiste d'ailleurs. Donc lui, c'est des petits manifestes, en fait c'est des tout petits textes qui sont tapés à la machine, qui distribuaient vraisemblablement dans les rues de Chicago. Donc il faisait partie d'un groupe d'intellectuels noirs qui réfléchissaient à ces questions. De aussi réécrire en fait une histoire de ce parcours, aussi bien au sens théologique qu'intellectuel, que d'émigration, etc. Et moi, donc, je les agrandis à l'échelle en fait de l'espace d'exposition dans lequel j'étais invitée à l'époque à travailler, qui était la Kunsthalle Basel. Et ensuite, j'ai réutilisé ces formats pour des performances. Voilà. Tu veux qu'on regarde peut-être une ancienne performance? Tu peux peut-être décrire un petit peu qui étaient les protagonistes de cette performance? Qu'on voit là oui, puisqu'on va la lancer. Pardon. Alors là, ça c'est d'ailleurs un peu avant c'est 2 ans avant, je crois. Pardon. L'utilisation des textes de Sonra dont je parlais avant, que vous allez voir après. Alors ça, c'est Love UFO. Et ce qu'on voit, donc, sur le côté... C'est droite? Oui. Droit, c'est une performeuse avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Mary Knox, qui était une de mes amies proches lorsque j'étais étudiante à Glasgow et que j'ai rencontrée plutôt en club, en sortant beaucoup la nuit, qui m'a tout de suite inspirée. J'expliquerai un peu après pourquoi, mais voilà. Donc ça, c'est Mary Knox. Elle est assise devant une coiffeuse qui a été dessinée par le groupe Memphis, je crois, et Sotsas. La coiffeuse Plaza, je crois, qui m'intéresse beaucoup aussi parce qu'elle a ce côté camp, un peu de rejouer des trucs un peu Mae West, voilà, art déco comme ça. Puis c'est une coiffeuse, donc c'est un endroit où on se maquille, on se regarde, c'est très narcissique. Au centre, c'était un paravent que j'ai construit pour cette performance. Et puis, sur le côté gauche, on voit Lionel Fernandez, donc avec qui j'ai fait un petit peu toutes les premières performances dans lesquelles il y a de la musique. Et en fait, ce qui m'intéressait là, c'est comme dans d'autres performances, même encore avant, on retrouve les mêmes protagonistes. Il y a toujours Lionel et Mary. Pendant 2 ou 3 ans, je travaille avec eux. Et ça m'intéressait de les utiliser. C'est vraiment ça, hein, je les ai utilisés en quelque sorte. Mais tout le monde était content, je crois. Enfin, à peu près. Comme des représentants, comme s'ils incarnaient quelque chose, des concepts. Donc Mary, par exemple, c'est la femme camp, donc elle représente le camp. Donc Mary avait aussi une façon de se mouvoir dans l'espace quand elle était en club, par exemple, très lente, parce qu'elle portait des chaussures avec lesquelles il est très difficile de se mouvoir. Très comme ça, elle domine tout le monde, elle parle très peu, elle est très très maquillée, elle a des mouvements que je trouvais très intéressants. Donc c'est la femme camp. D'ailleurs, je disais que l'objet, donc la coiffeuse Plaza, pour moi, c'était aussi un protagoniste ou une protagoniste, au même sens que Mary, un peu. Et puis après, Lionel, c'est un peu le représentant comme ça du noise, enfin de la noise, de quelque chose qui serait associé à l'underground, mais encore une fois, un peu comme un cliché. Alors, c'était pas du tout pour me moquer de la position de Lionel, mais encore une fois, c'est comme des entités... Des archétypes. Des archétypes, en fait. Voilà. J'arrivais pas à trouver le terme. Et au centre Lionel du groupe Sister Iodine, du groupe, voilà, Lionel Fernandez de Sister Iodine, qui était aussi un ami. Donc, j'ai aussi un peu travaillé avec les personnes qui se trouvaient être autour de moi, que je connaissais, à qui il était facile de demander ça, et aussi avec qui j'avais envie de passer du temps. Donc Mary, j'ai commencé à travailler avec elle justement au moment où je suis partie de Glasgow, où elle vivait. C'était une manière de la faire
venir dans mes projets pour qu'on puisse se revoir. Et au centre, il y a un peu des objets comme ça qui jouent des archétypes aussi de ce que serait voilà, un masque, un visage, dans les couleurs, etc. Donc une chose qui me travaillait pas mal, mais je pense qu'on le voit encore mieux dans une autre vidéo. Après, on va juste passer ça. C'est un peu un enfin, disons que j'estimais être principalement à travers mes études et mon parcours et mes fréquentations, l'héritière ou pas vraiment l'héritière, mais bon, voilà, à l'intérieur d'un espace où, au fond, la culture blanche, aussi bien au niveau musical que théorique, était prédominante. Donc, j'essayais d'injecter d'autres éléments qui seraient non blancs. Alors, c'était fait de manière assez polarisante, mais l'intention, c'était un peu ça. C'était voilà, de produire, en fait, d'injecter des éléments dans une autre performance qu'on regardera tout à l'heure. Par exemple, c'est mettre en rapport des textes de John Cage, donc le musicien John Cage et artiste, et puis un texte que j'avais écrit sur le marronnage et donc toute la culture des esclaves marrons, etc., qui était un peu un texte de fiction qui était lu par un de mes amis et traduit en créole. Donc il y avait un peu cette idée, alors qui était faite de manière assez manichéenne peut-être, mais c'était ça le projet. C'est un peu long, alors je passe le truc. Vas-y, pardon, hein. C'est le début, quoi, peut-être. Mets-nous juste un extrait. Ça marche. Ouais, c'est bon, on a le son. On était en train de se demander s'il n'y avait pas une post-synchronisation après coup. Je pense que oui. Et en plus, je voulais jamais filmer les performances en live. Hein. Donc en fait, on faisait des fausses... Enfin, c'est pas des fausses, mais on profitait de répétitions, on filmait après, ou je sais pas. Parce que je trouvais que c'était... oui, je trouvais de filmer, d'avoir une présence de la caméra pendant que le public est là, ça me gênait beaucoup. Mais en même temps, du coup, ça fait des objets. Et c'était aussi ce que je voulais. Je voulais des objets un peu très statiques, comme ça, un peu... Voilà. Comme sont les performances de cette période. C'est quand même assez chiant, faut le dire. Mais voilà.
Non, c'est ce qui me frappe là maintenant, j'y pense là d'un coup, c'est que toutes ces performances où il y avait également un dispositif scénique, enfin une scénographie très précise, avec un mobilier qui était où chaque chose, en fait, comme tu disais, était l'incarnation d'autre chose, donc à chaque fois il y a un point de référent. Je me disais qu'en fait, dans tes performances collectives, tu ne figures pas dedans, alors que, étrangement, tu as fait beaucoup de performances où tu es seul, ou quand tu danses, tu es systématiquement seul. Et ça, c'est comme si tu étais la metteur en scène, où il y avait quelque chose de plus distancié, qui t'appartient moins, enfin, qui t'appartient sur un plan plus conceptuel, on va dire, de comment tu as agencé ces différents éléments hétérogènes pour qu'ils aient une logique interne qui t'appartient, alors que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dans ta manière de danser qui est moins lié à ça, qui est aussi cette espèce d'ouverture vers ta propre émancipation. Oui, alors c'est vrai que j'aime pas du tout performer en public. Enfin, j'aime bien faire des conférences, mais voilà, c'est tout. Donc en fait, ce qu'on appelle des performances, qui sont les vidéos de danse où j'apparais, c'est pas vraiment des performances. C'est un peu entre les deux. Je dirais que ce sont des actions filmées, sans public, et ensuite qui sont montées. Et les rares fois où j'ai performé moi-même, en effet, je suis toujours entourée un peu de cette bande ou d'autres personnes qui sont aussi mes proches. Et c'est aussi très scénographié, donc il y a beaucoup d'objets, enfin, ce sont de vraies mises en scène. Et c'est marrant parce que des fois, les gens m'invitent à performer dans des festivals de performance ou des programmes, et je suis vraiment pas trop capable de le faire, je dois dire. Donc j'ai lu d'où je trouve d'autres moyens, parce que j'ai vraiment besoin que ça soit de grandes mises en scène. Et après, à cette période, quand je commence à fabriquer un peu ce travail, parce qu'on a tous un peu, j'ai l'impression, quand on commence un peu comme artiste, on a, voilà, Bon, moi j'étais très nerd, quoi. Enfin, c'est vrai, je passais beaucoup de temps chez moi à lire des choses sur Internet en HTML, et à lire des livres et à fabriquer, donc choisir au fond des éléments, mais quand même tout en étant entouré de ces personnes qui m'inspiraient aussi, donc c'est pas non plus que théorique. Et un élément qui était très important pour moi dans ce puzzle un peu que je fabriquais, qui sont les fondations du travail au fond, c'était un texte de Dietrich Dietrichson sur Fassbinder et Andy Warhol, donc comment ils ont construit à travers l'amphithéâtre de Fassbinder et la factory de Warhol des systèmes de direction d'actrices et d'acteurs qui semblent en fait laisser une assez grande liberté, mais en fait qui sont extrêmement au fond un petit peu protocolaires, sans être protocolaires. Donc Cage, en fait, oui, un petit peu, voilà. Donc ça m'avait beaucoup ces questions, en fait, aussi de l'autorité, de trouver un espace. Et en fait, ce qui m'intéressait le plus dans ce texte, c'est que l'idée, un peu, c'était de dire, au fond, ces personnes qui entourent aussi bien l'artiste américain que le réalisateur, metteur en scène allemand, ce sont des personnes qui prennent pour leur propriété, leur caractère, leur personnalité, qui sont déjà là. Il n'y a pas vraiment de direction d'acteur. C'est en fait prendre les gens et pof, on les pose, et c'est eux, c'est elles. Mais au fond, il y a quand même des cadres. Après, il y a des cadres très stricts. Justement, Albert Serra, avec qui on a fait un talk, parlait beaucoup de ça, justement, cet endroit où justement il y a l'artifice qui rentre dans, à la fois la personne est ce qu'elle est, mais elle est entourée de tout un dispositif très artificiel. Tout à fait. C'était vraiment cette idée, je pense. Donc même là, on voit cet objet quand même, il est très lourd, il est très statique, c'était toujours très frontal. Je pense que c'est aussi pour ça que je ne désirais pas enregistrer la performance pendant le temps où elle a lieu, et la spontanéité, tout ça, c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait beaucoup. Mais en même temps, par contre, je demandais pas grand chose. Enfin, Lionel est Lionel et fait ce que sait faire Lionel. Mary fait tout à fait des choses que fait Mary. Il y a une spontanéité où chacun est cadré dans sa spontanéité. C'est très statique, quoi. Peut-être, je sais pas si on regarde autre chose, parce que je sais pas trop ce qu'on pourrait regarder qui serait dans cette ligne-là. Allons dans notre menu. C'est ça. Peut-être Black Maria, mais je sais pas si.
J'ai pas Black Maria. Ah oui, tu l'as pas. Bon, bah voilà, comme ça c'est réglé. C'est dommage. Non, par contre, tu parlais de l'Antithéâtre. Donc, tu as fait une performance en 2010 à Antithéâtre, théâtre de la Comédie à Reims. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait... Après, on peut revenir sur la figure de Sun Ra aussi. Alors, peut-être... Bah non, mais de trucs chiants, on peut regarder The Center on the Ice quand même. Vas-y, on regarde un truc chiant alors. Enfin, de trucs, vraiment le début du statique, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, mais là on remonte vraiment, c'est 2006, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est encore avant et c'est avec les mêmes, les mêmes personnes, oui. C'est la performance dont je parlais. Donc, bon, là en plus, pareil, on a fait une espèce de montage. En fait, c'est pas vraiment le film de la performance, j'intègre les textes. Bon, il y a plein de bugs, hein. Et vous allez voir, la qualité de l'image est formidable. Donc ça, c'est le texte de John Cage, par exemple, que lisait Mary. Après, il y a la musique de Lionel. On va pas tout regarder, hein, mais juste pour voir un peu comment... Alors là, c'est drôle parce que justement, on voit, je sais pas pourquoi je regarde là, on voit l'ampli et la guitare de Lionel qui n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Et on a refait en fait ce truc, quoi. Donc Mary lit ce texte de John Cage, qui est un extrait du livre Silence. Donc voilà. Après, il y a le texte de Jean-Marie. Tu veux avancer jusqu'au... Ouais. Je dis ça parce que, non, en fait, jusqu'au texte sinon, on est là. Ça, c'est un texte que j'ai écrit moi, par contre. Non, mais après, ce sera moins chiant, hein, ne vous inquiétez pas. Non, mais je me disais, parce que c'est aussi, ça c'est quand même assez ancien, il y avait déjà la volonté de produire aussi des textes qui sont des fragments, pas de journaux, mais de choses, de réflexions intimes que tu... Là, c'est pas du tout pas là, ça. hein, pas là, j'ai pas vu là, le texte en question, c'est pas ce texte-là. Mais le mélange je parlais plus dans les emprunts, des emprunts à d'autres artistes, et aussi l'incorporation de réflexions qui sont propres, c'est-à-dire de faire converger en fait des... peut-être que je dis une connerie, hein. Tu m'arrêtes. Non, pas du tout. Ça, oui, je pense que... t'es très raccord avec ce qu'on voit là. Non, mais le texte est tout le temps présent, et là c'est quand même un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a un texte écrit par John Cage et un texte écrit par moi, et donc dans cette performance c'est tout le temps alterné. Donc Mary lit John Cage, donc aussi c'est aussi une femme. Il y a un truc quand même d'empowerment, parce qu'il y a beaucoup de performances où des femmes, des actrices, des performeuses lisent des textes écrits par des grandes figures masculines. Et puis il y a cet autre texte que j'ai écrit moi, qui est un texte assez poétique. Voilà, sur cette idée-là du marronnage, et qui est lu donc par Jean-Marie, qui le traduit aussi en créole. Jean-Marie Racon, qui est aussi un musicien, plus pop que Lionel. Et voilà, et après, oui, je pense que l'écriture, c'était tout le temps présent. Mais souvent, je pense que dans d'autres performances, j'ai mieux aimé utiliser des textes, en effet, écrits par d'autres. Enfin, peut-être une autre qu'on verra, par exemple, les textes de Sun Ra, dont on parlait tout à l'heure, ou des textes de Sotsas. On va aussi y venir, c'est-à-dire ça, je pense que c'est important d'en parler, que ce soit, même si on va axer aussi la discussion autour de effectivement la musique, la performance sonore, etc. Mais cette question c'était même le titre de ton expo, c'est-à-dire je suis plusieurs, et depuis toujours
tu te projettes dans quelqu'un d'autre, que ce soit une artiste, une écrivaine, un ou une. Quand même, la liste est assez longue. Il y a un corpus comme ça d'emprunts qui vont au-delà juste de l'emprunt. C'est-à-dire, moi, j'avais dans un texte, j'avais comparé avec Cathy Hacker, c'est-à-dire cette façon de ne plus vouloir être un artiste qui produit un objet réifié, enfin qui est codifié avec une expression qui serait forcément celle de la production de soi, de son propre ego, mais au contraire de se projeter dans une parole qui est déjà de transfuser en fait, de transfuser des idées, de les faire circuler, mais en t'identifiant avec une empathie que maintenant, peut-être aujourd'hui, elle serait cataloguée, par exemple, de dire mais de cette réappropriation, de dire mais tu n'as pas le droit de. Moi, je trouve que c'est intéressant dans ton travail comment tu peux t'associer ou en tout cas te projeter dans de multiples personnalités avec des enjeux ou des volontés d'activisme, on va dire. Chaque artiste auquel tu t'es intéressé avec quand même souvent des velléités d'activisme. Oui, c'est vrai. Après, je pense que beaucoup des figures que j'ai utilisées... Bon, il y a la question de l'appropriation culturelle qui est importante. Je pense qu'il faudra qu'on en parle, peut-être. Et après, c'est vrai que les figures dont j'ai utilisé, disons, des choses dans le travail, parce que ce n'est pas les seules non plus auxquelles je m'intéresse, mais des fois, je m'intéresse à des choses qui ne vont pas réapparaître dans mon travail. C'est des personnes peut-être qui ont produit des positions, comment dire, un peu, même au sein de positions activistes qui sont un peu alternatives, on va dire. Par exemple, Sun Ra, ce qui m'intéressait, c'est en fait le point de départ de mon intérêt vraiment pour Sun Ra. C'est un film, en fait, le film que Sun Ra a réalisé, qui s'appelle Space is a Place. Et il y a une scène que je trouve très intéressante. Donc c'est un film de science-fiction, c'est un film de fiction dans lequel lui, il apparaît assez fréquemment comme une créature intergalactique, on va dire, pour vraiment résumer. Et il y a une scène où il est dans une permanence du mouvement des Black Panthers, donc une permanence où là ils s'organisent, c'est vraiment des militants qui s'organisent pour réfléchir à comment distribuer des repas, toucher certains quartiers, être effectifs, disons, dans leur travail militant. Et Sun Ra arrive comme ça, et donc ils ont une discussion, c'est-à-dire que les militantes et les militants du groupe des Black Panthers lui reprochent, ils lui disent « but you are not real ». Et donc, il y a une discussion un peu théorique sur ce que c'est les effets politiques d'une position, puisque eux sont en train de s'organiser pour avoir des effets politiques concrets. Des choses très pratiques et très théoriques aussi. Et donc, ça m'intéressait en fait. Donc lui, par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des positions activistes, mais quand même en utilisant des moyens qui n'étaient pas les plus crédibles, si on veut produire des effets très concrets. L'accoutrement de Sun Ra, toute cette espèce de kitsch aussi qu'il y a un peu autour de son travail. Enfin, voilà. Et ça m'intéressait aussi, du coup, par ricochet, c'est peut-être qu'on peut montrer après. Ma mère a assisté à un concert de Sun Ra. Donc mes parents, ça va peut-être être un sujet aussi ce soir, mais en gros, mes parents s'intéressaient beaucoup au jazz et au free jazz parce que c'est cette génération de personnes qui ont fait 68, qui étaient très à gauche, et à cette période, donc au début des années 70, le free jazz représente un horizon politique aussi de recomposition, suite à la décolonisation, à l'indépendance de certains pays. Il y a beaucoup de personnes et d'intellectuels de gauche qui aspiraient à ce que ces pays nouvellement indépendants ou autonomes puissent choisir des alternatives non capitalistes. Et donc, dans tout ça, il y a aussi le free jazz. Donc, il y a une sorte de composition un peu, assez manichéenne en réalité, mais quand même avec, ce qui serait le tiers-monde, l'Est, l'Ouest, et puis, voilà. Et dans tout ça, le free jazz joue un rôle assez important. Et mes parents en écoutaient beaucoup, allaient à des concerts. Et ils vont à un moment à un concert à la Fondation Mag.
Et ils assistent à différents concerts et notamment donc ils opposent un peu, enfin ma mère dans ses souvenirs elle oppose beaucoup Albert Ayler, donc il serait vraiment là pour le coup l'horizon du jazz militant politique très clairement articulé. Et d'ailleurs Albert Ayler est mort très peu de temps après ce concert, sans doute. C'est sans doute un meurtre politique, même si Albert Ayler. Oui, tu sais, il est mort quelques mois. Oui, c'était qu'il avait sauté d'un pont. Bon, c'est pas mon point de vue, mais voilà. Non, mais et Sun Ra qui arrive lui avec l'orchestra et donc tout un truc. Un peu fictionnel, ils sont très nombreux, ils ont des costumes dingues. Et donc les militants, enfin, ou les activistes, les gauchistes français qui sont là, ils trouvent que Sun Ra c'est vraiment ridicule, ils comprennent pas. Ils comprennent pas où est le message politique dans cette mise en scène. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était ce genre de choses, donc de positions un peu... Tu veux dire comment ces deux positions-là... je trouvais ça intéressant quand c'est pas très clairement... ou quand... Ouais, ça m'intéressait le côté Kemp, par exemple, de Sun Ra. C'est-à-dire remonter à des origines qui sont extraterrestres, justement. Oui, c'est-à-dire, justement, tout le propos de l'afrofuturisme est là. C'est-à-dire de retrouver... de revendiquer des origines... oui. C'est justement ce qu'il dit aux militantes et aux militants des Black Panthers dans Space is a Place. Il lui dit, ce qu'ils lui disent, Are you for real? Are you for real? Et en fait, il dit, non, finalement, comme on ne me reconnaît pas une identité et des droits égaux à ceux des Blancs en Amérique, donc je produis une autre identité qui serait extraterrestre. Mais bon, c'est intéressant parce que non, mais c'est intéressant juste ce sujet-là, même si on ne va pas l'aborder très longtemps, parce que récemment, là, j'ai fait une intervention autour de Mike Kelley, qui lui-même très fan aussi de Sun Ra et du free jazz, mais il disait lui-même, je me souviens avoir lu quelque part... dans un entretien avec lui où il disait que ses parents qui étaient des parents qui étaient ouvriers à Detroit, enfin il venait d'une famille ouvrière, et ses parents lui disaient mais l'art c'est pour les PD et les communistes, et donc lui il s'est du coup dit non seulement je suis PD communiste, mais en plus il y avait toute cette projection dans le fait d'être un extraterrestre, c'est-à-dire d'être en fait rejeté de la société, donc s'inventer, enfin c'est pas s'inventer. Après moi c'est un public qui me conviendrait tout à fait. Hein. Ouais. Je dis pas ça, je dis par rapport à bien sûr, mais je dis sur la façon de construire aussi, c'est comment on se fabrique au travers justement de ces minorités qui peuvent comment dire, de produire une identité comme ça, qui va au-delà des catégories toutes faites, quoi, qui sont des catégories produites par la société elle-même. Donc y échapper, c'est même d'aller au-delà de se dire je suis noir, ou je suis blanc, ou je suis ci, ou je suis ça, mais de ne plus se catégoriser comme une identité propre. Comme toi, quand tu dis par exemple, j'ai plein d'identités, surtout je ne revendique pas une seule idéologie ou une seule, comment dire, ou quelque chose de très marqué. Je sais pas, hein, peut-être j'extrapole là-dessus. Hein. Ouais. Je sais pas, parce que là, si tu renvoies au titre de l'expo au Palais, je pense que moi, je disais pas trop j'ai plein d'identités, je disais plutôt toutes ces choses ont été faites à plusieurs et dans différents moments dans lesquels, parce que j'ai un peu superposé différents... Enfin, il y a plusieurs projets qui ont été faits, disons, en parallèle, qui sont des préoccupations, au fond, très différentes. Donc l'idée, c'était... voilà. L'idée de ce titre « Nous sommes plusieurs », c'était aussi pas forcément ma propre schizophrénie artistique, mais le collectif qui, en même temps, est précédé par « Je m'appelle Lily ». Donc c'est quand même mon expo, mon projet, et voilà. Ça, c'était un peu cette... On va en reparler peut-être du côté collectif, mais là, j'aimerais bien que tu montres, par exemple, ta maman avec Sun Ra. Encore un truc bien statique, vous allez voir. À moins que tu veuilles montrer autre chose. Je te laisse, c'est toi qui pilote. Moi, ce que je propose, c'est qu'on montre ça, et juste après, on montre la performance-interprétation. Ouais, et on reparle dessus. Voilà. Ok, super. Alors... It was not only music. Là, elle raconte son concert, enfin son souvenir de ce concert. Un spectacle total. Sun Ra appears in his apparatus.
dressed in a long robe of shiny silkies, impressively serene. A black king, a Roman emperor, an Egyptian god, an intergalactic pope. What is he? He tells us he is in relation to cosmos. Is he mystifying? Is he serious? Is he playing with us? Does he really believe what it is? Is he convinced by all this, or is he a parody? A crowd of musicians, singers, dancers, 20 people at least, maybe more, surrounds him. They stand on the stage behind a forest of instruments like an elaborate moving decor. It is such a strange landscape. Behind them, images are flashing on a screen. Planets, satellites, black children walking in the streets of American cities, Indians, protesters. Suddenly a ball of fire rises up to the ceiling of the chapel. Two saxophonists converge at the center of the stage. Elle a complètement triché parce que je lui ai demandé de me raconter ce dont elle se rappelait du concert, mais elle se rappelait de rien et elle a cherché un peu sur Internet. Donc voilà. Ce n'est pas du tout authentique, ce que je trouvais encore mieux. On pourra regarder l'autre. Je voulais tenais aussi à rappeler que ton papa tenait aussi, ton père tenait une boutique de disques, qui vendait des disques, et tu as fait une édition autour de ça, à peu près à la même époque, non? C'est ça? Oui, alors justement, on va la voir dans la performance qu'on va vous montrer après. Donc en fait, mon père avait un magasin de disques qui s'appelait La Grande Oreille, qui a été ouvert entre 75, à peu près, l'année de ma naissance, et 78, donc pas très longtemps. Mon père n'était pas un très bon commerçant. Et donc dans ce magasin, il vendait principalement du jazz et du free jazz, un peu de classique assez peu, et aussi des trucs qui sortaient à cette période, Kraftwerk, Bowie, etc. Il a arrêté le magasin de disques à un moment, pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'il ne voulait pas, dans un truc très idéologique, dans cette petite ville qui était La Rochelle, il y a un autre magasin qui a ouvert, mon père ne voulait pas être en concurrence, rentrer dans le système capitaliste de la compétition commerciale. Et moi, en fait, j'ai été invitée par une revue qui s'appelle May, à faire une édition, donc dans ce type d'édition que font des artistes pour soutenir une revue, donc ils vendent les éditions de l'artiste, et voilà. Et j'ai proposé en fait à May, comme j'avais retrouvé en fait des sacs du magasin de disques de mon père, donc d'ailleurs j'en ai pas là, mais c'est assez beau, c'est un sac carré comme un disque, avec la tête de mon père dessinée dessus. Donc lui aussi, il était très mégalo, un peu comme moi. Il se représentait beaucoup. Il y a plein d'affiches où il est avec ma mère, avec un chien, c'est la promo du magasin de disques. Et donc j'ai proposé à May en fait d'acheter des disques que mon père aurait pu vendre quand le magasin était ouvert. Donc ça voulait dire... Et je suis allée dans un magasin à Paris qui a fermé, je crois, depuis, qui s'appelle Croco Jazz. Et le vendeur de Croco Jazz ressemble vraiment à mon père, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment des sosies, tout petits, etc. Et j'ai acheté donc 70, qui étaient 70 qui auraient pu être vendus à La Grande Oreille entre 75 et 78. Je m'en foutais un peu si c'était des éditions originales ou des reprints, ou voilà, c'était pas trop important. Et donc j'ai constitué cette collection. Et ensuite, Mel a très bien vendu, mais ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout des collectionneurs habituels de la revue, mais plutôt des fans de jazz. J'avais le surplus que c'était une édition de Nelly Renaud de Ward, mais c'était quand même des disques achetés à Croco Jazz, jetés dans un sac des années 70. Donc ça, c'était drôle. Et après, en fait, j'ai emprunté ce qui restait de l'édition non vendue. Si, je crois que... Si, c'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, ça tombe bien, parce que... Après, je l'ai utilisé. En fait, j'ai emprunté à May le reste de l'édition non vendue pour une performance dont vous allez voir ici. Donc là, il y a un peu de tout. Il y a les textes de Sun Ra. Il y a... Ouais. Je sais pas si on me voit vraiment. Peut-être on voit mieux dans celle de la version de Beyrouth. On va mettre les deux. Bobby Beausoleil? Non. J'ai inventé ça. Alors là, là c'est vraiment, là c'est quand même assez
érudition free jazz dont je ne dispose pas moi-même. Il faut savoir que j'ai grandi, ça c'est pour ma... Non mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps, donc de l'âge de 0 à 4 ans dans ce magasin, à écouter du jazz. Je ne m'en rappelle pas très bien évidemment, mais bon, c'était là où j'ai passé mes journées, on va dire. Mon père accueillait beaucoup de gens, les gens venaient écouter de la musique, et donc là vous voyez un peu les textes. Donc ça c'est les textes de Sonra, des pamphlets que j'ai agrandis et copiés sur du carton, et que dans la performance en fait Mary lit. Donc la performance c'est vraiment donc il y a Hendrik Egren de la scène qui a été reçue ici, comment tu dirais, expérimental noise parisienne, qui joue de l'orgue et d'autres trucs, et Mary Knox qui lit Sandra, et moi qui passe l'édition de la grande oreille. Donc c'est un sacré mix, on va dire. Les musiciens que tu invites, c'est pas mal d'en parler aussi, parce que ce soit Hendrik, Lionel ou d'autres qu'on va voir après, sont même des performeurs, au-delà même d'être des musiciens. On peut les assimiler à des artistes performeurs presque autant, dans le cas d'Hendrik aussi un plasticien. C'est pas des musiciens, disons que tu ne les utilises pas d'une manière diégétique, c'est-à-dire pour illustrer juste, pour faire une musique qui serait juste la musique, mais qui sont dans l'incarnation, comme tu disais tout à l'heure, qui incarnent. Archétype, ça marchait très bien, je trouve, comme idée. Mais oui, tout à fait. Ça pose pas de problème de les poser en archétype. Pourquoi eux et pas d'autres dans ces cas-là? Est-ce que toi, tu aimerais être un archétype? Non, je ne supporte pas d'être un archétype, mais ça ne me dérange pas que les autres le soient. Non, oui, mais si tu les utilises comme tel. Après, c'est des fragments. Enfin, je veux dire, ça, c'est une performance. On participe aussi. Je trouve que moi, ce que j'aime bien dans ma façon de travailler, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien dans ma façon de travailler, j'aime que les gens travaillent pour moi ou avec moi occasionnellement, et qu'ils aient plein d'autres choses à faire. Donc c'est la même chose pour les personnes avec qui je collabore sur des questions techniques, par exemple. La monteuse avec qui je travaille, Oday Berasategui, je dirais jamais ma monteuse, parce que c'est la monteuse de plein d'autres personnes. Et donc là, je trouve que c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire ces personnes vont travailler avec moi pour un truc, mais ça ne les enferme pas là-dedans, ils ont plein d'autres choses à faire. C'est une apparition, il n'y a pas cette idée de troupe, d'équipe permanente. Ah, je suis dans le théâtre de Lily Reynaud. Non. Mais du coup, je vais montrer peut-être l'autre version qui est plus marrante, vite fait, comme ça. Asia is in the east. Voilà, on voit bien. C'est là que j'aime beaucoup. Au début, elle est mieux, mais bon, la prise en cours comme ça. Et donc oui, je pense que c'est aussi pour ça que c'est ok, parce que c'est relativement temporaire, on va dire. Oui, bien sûr. Et puis tout le monde du sien pour être un artiste. Non, mais j'ai envie d'y venir aussi puisque effectivement tu travailles beaucoup parce que tu disais la façon de travailler de manière collective qui se reflète également dans ton travail d'enseignante, qui n'est pas dissocié finalement de ton travail d'artiste. Et c'est ça, j'aimerais aussi qu'on parle de ça, c'est-à-dire que toutes les pratiques là que tu représentes à travers différents archétypes, finalement tu recrées ça aussi de manière pédagogique, on va dire, mais où je vais en reparler on va regarder un tout petit peu la vidéo, et après je voudrais te demander quelque chose d'un peu plus précis là-dessus.
exemple, pour des personnes blanches, là c'est dans un espace en Suisse, à Lausanne, de lire ces textes et de les recontextualiser. En fait, je pense que cette question, elle est un peu posée aussi dans ces performances, même si elle n'est pas résolue. Voilà. Alors, c'était pour revenir à ça, sur le fait de travailler de manière collective et sur ta fonction d'enseignante à la Aide à Genève notamment. Comment tu inscris ça? C'est-à-dire, tu as à plusieurs reprises voulu aussi fabriquer tes propres règles d'enseignement, enfin tes règles, justement, échapper au protocole de l'enseignement traditionnel pour essayer de déplacer les choses, comme tu avais fait de vouloir donner des cours dans une chambre d'hôtel, puisque la chambre d'hôtel revient souvent aussi comme un leitmotiv dans ton travail. Je voulais que tu resitues ça. À un moment donné, j'étais venu te voir, je me souviens, c'était à la Cité des Arts, où tu voulais monter justement une sorte d'école d'art parallèle qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était des démarches, ou en tout cas des volontés. Comment tu inscris ça puisque depuis le début, ta pratique est toujours hors cadre. Tu es quand même une artiste qui expose dans des institutions, mais tu essayes toujours de déborder du cadre ou d'un fonctionnement qui soit... Enfin, en tout cas, tu le remets en question. C'est un vaste sujet. Oui, non, mais il ne s'agit pas de... Mais le ping-pong qu'il y a entre les deux, et comment tu es impliqué dedans, et à la fois, tu testes des espèces de limites entre ce qui est dedans et dehors. Ça, c'est très vaste. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée de petit bouton. Ah non, oui. Alors, c'est un opéra. Donc aussi, à partir d'un moment, le travail change un petit peu parce qu'il y a Nicolas Murer qui arrive dans ma vie. Et il va faire beaucoup de musique pour moi, donc, dans lesquelles il ne performe pas nécessairement. Mais je pense que c'est un bon exemple pour répondre à ta question, même si tu crois que je ne dévie pas. C'est un peu vaste. On a écrit à un moment donné, donc j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiantes et mes étudiants dans la chambre d'hôtel que j'occupais, donc à l'hôtel où je réside lorsque je vais à Genève enseigner, qui s'appelait à l'époque l'hôtel Adriatica. Donc j'ai choisi d'enseigner là-bas pour tout un tas de raisons que j'ai pas trop le temps d'expliquer maintenant. Et à un moment donné, on a lu énormément de textes sur la question de l'épidémie de SIDA. On a lu aussi beaucoup Guillaume Dustan, donc ça c'est autour de 2013-2014, et je suis invitée à la Biennale de Venise, dont Okui Anvezor était le commissaire, et je m'intéressais beaucoup à la question, disons, de la PrEP, enfin des nouvelles stratégies de prévention. Aussi bien au plan médical qu'au plan sociologique, et du coup il y avait tout ce séminaire en parallèle avec mes étudiants où on lisait beaucoup de textes, et donc je me suis proposé déjà à moi-même d'écrire un opéra qui retracerait la querelle qui a opposé Dustan à ACT UP au début des années 2000, fin des années 90, début 2000, justement sur la littérature de Dustan, comment il parlait de ses expériences non protégées avec certains hommes. Il en parle en fait assez peu. Mais ça a créé tout un débat avec ACT UP, etc. Donc nous, plusieurs années après, aussi avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et plus jeunes qui n'ont pas connu vraiment ce moment de crise de l'épidémie, on en parle beaucoup. Et donc j'ai écrit cet opéra qui retrace un peu la querelle de Dustan avec ACT UP, et dans laquelle Nicolas et moi on chante le personnage de Dustan, mais qui est une sorte de, on le nomme jamais en tant que tel, hein, c'est un personnage solitaire face au collectif, donc ça pose aussi les questions du collectif et tout ça. Donc mes étudiantes, mes étudiants chantent ACT UP, et je vais essayer de trouver juste pour préciser, Nicolas Murer, donc, qui est ton compagnon, qui est lui musicien sous divers noms, Macon notamment. Voilà, c'était juste pour que tu le tu le présentes un peu pour qu'on sache. Je sais pas quoi mettre. Ah bah ça c'est pas mal, mais c'est... Ouais, allez, hop, tant pis. Bon, ça c'est moi et Nicolas. Et après je vais essayer de trouver... Petit interlude musical. Bon, ça c'est plus, en tout cas pour parler de la manière collective
reproduire avec les étudiantes. Il y a une situation. En gros, quand on travaille collectivement comme ça, ce qui est très différent des performances d'avant, qui sont vraiment des mises en scène, etc. Et d'ailleurs, c'est pas si collectif que ça, hein, enfin, vraiment. Mais là, on a cette situation de rencontre pendant plusieurs mois. On est dans cette chambre, on lit, on discute, et je ne sais jamais à l'avance ce qui va être le résultat de tout ça, et si même il y en aura un. Là, en l'occurrence, il y a l'écriture de cet opéra, et à un moment, je leur propose, est-ce que vous voulez chanter Act Up ? Voilà, et ensuite on va d'ailleurs avec ce groupe, nous sommes allés à Venise, donc on a fait aussi toute une journée de performance où on lisait les textes qu'on lit dans cette chambre d'hôtel, enfin qu'on avait lus précédemment dans cette chambre d'hôtel, dans la bibliothèque la Biblioteca dei Giardini, donc voilà, au moment de l'ouverture de la Biennale. Mais voilà, c'est pas construit comme on va absolument faire ça la plupart du temps. Ça démarre un peu autrement, et ça démarre toujours avec des lectures et des lectures de textes qui, de toute façon, comme vous voyez, sont quand même assez omniprésentes. Donc ça, c'est Nico et moi, et j'essaye de trouver... Tu peux parler parce que de cet opéra, peut-être pour détailler un petit peu, parce que les textes eux-mêmes tournent tous autour du sida et de ces années-là. Donc, comment tu les as écrits ? Vous les avez écrits en commun ? Non, alors là, pas du tout. Alors, j'ai travaillé à partir... En fait, je me suis pas mal documentée sur le bareback, donc la pratique sexuelle voilà, et qui aussi tourne quand même autour d'un certain... Enfin, dans certains aspects de cette pratique, qui tournent aussi autour d'un fétiche qui consiste justement à contracter le virus pour finalement, d'une part, se libérer de l'anxiété de le contracter, hein, puisqu'une fois qu'on l'a, ben voilà. Et aussi qui est un truc très poétique, mais vraiment sombre, mais très poétique, qui serait d'être en communication avec soit les personnes atteintes du sida ou les personnes contaminées, soit les personnes disparues. Enfin, c'est tout un registre comme ça et qui donne lieu aussi à des pratiques sexuelles particulières. Donc je me suis intéressée à ça, par exemple, mais je me suis aussi beaucoup intéressée au protocole qui avait été mis en place, donc pour tester la PrEP, puisque pour tester la PrEP efficacement, il faut quand même mettre en place des protocoles avec des personnes qui ont des pratiques sexuelles non protégées de manière relativement assidue. Donc, je me suis intéressée à ce genre de choses, en fait, et aussi comment c'était reçu. C'est-à-dire, je vais mettre un peu de musique encore. Allez. Tac. Ça m'intéresse aussi de savoir, toi... Donc, c'est beaucoup de lectures différentes pour situer, en fait, ce personnage singulier, mais en fait qui représente plein d'autres personnages, et la réaction du collectif. Donc en fait c'est assez proche, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Sandra, je ne sais pas si c'était clair, mais comment il apparaît en tant que militant politique qui a vraiment une position qui ne semble pas être celle qui est placée du point de vue de l'efficacité politique la plus grande, je trouve que celle du Stan pourrait être un peu comparable. C'est-à-dire qu'en effet, au sens du collectif et de son efficacité sociale, il peut apparaître comme, au fond, très peu pertinent ou convaincant, contre-productif, mais ça produit aussi des débats. Et ce que je trouvais très intéressant dans toute la discussion par rapport à la PrEP, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'en faire un opéra, c'est qu'au fond, ce sont les renégats, ou disons, entre guillemets, les mauvais dans la lutte contre l'épidémie, c'est-à-dire les personnes qui ont des pratiques sexuelles non protégées, qui au fond à un moment se retrouvent à l'avant-garde d'une recherche d'une autre stratégie de prévention. Puisque sans les personnes qui ont ces pratiques, on ne peut pas avancer. Enfin voilà, c'est un peu les renégats qui se retrouvent être des agents d'un progrès. C'est très... Bon, je sais que c'est pas très sérieux comme idée, mais c'est en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vont
participer à ces protocoles et donc d'une position comme ça marginale, au fond, à un moment donné, ils vont occuper un rôle très important et aussi au point de vue vraiment médical, etc. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et après, ce qui était intéressant, c'est les réactions des gens sur ce sujet. Par exemple, Okui, quand je lui parle de la pièce que je voulais faire, il me dit mais en fait, la PrEP, c'est juste pour les riches gays, très méprisant. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une vraie question. Et la réaction d'Act Up, est-ce que tu as eu aussi des... Parce que le conflit était lié à cela avec Act Up. À l'époque, Dustan n'était pas vraiment en odeur de sainteté chez Act Up. Oui, non, pas du tout. C'est ça aussi. Enfin, je me suis inspirée de ces différentes choses. Donc, des choses dans le présent et des choses dans le passé. Donc, des choses du début des années 2000 comme des choses... de la période à laquelle j'écris cet opéra qui est donc 2013-14. Oui, donc c'est longtemps après aussi les événements. Rétroactifs, comme Sun-Ra, c'était bien longtemps après les années 60. Sûr. Non, mais ça m'intéresse là-dedans dans ton processus de processer là, tu parlais tout à l'heure de tes parents, donc c'est vraiment que tes parents ont connu ces époques-là. Là, le sida, toi-même, tu as traversé cette époque-là, mais tu n'étais pas impliqué dans la scène gay à l'époque particulièrement. Un peu, en fait. Oui, dans ton entourage. Non, mais est-ce que, parce que tu parlais tout à l'heure de réappropriation culturelle. J'ai perdu beaucoup de personnes lorsque j'avais 15 ans, 16 ans et tout ça. Des gens. Oui, bien sûr. C'était pas sous cet angle-là que je voulais l'aborder, plutôt savoir justement comment on peut se mettre à la place d'eux. Est-ce qu'on a une légitimité quand on n'est pas noir de parler au nom de noirs, quand on n'est pas homosexuel de parler au nom des homosexuels? C'est un sujet, je ne dis pas qu'il faut l'aborder en profondeur parce que ça mériterait des heures. Est-ce que l'on peut ou est-ce que l'on ne peut pas? Moi je lance juste la question, juste pour lancer le débat avec toi. Après, non, je pense pas qu'on puisse le faire. Je pense pas qu'on peut parler à la place d'eux. Ça, je trouve que c'est rigoureusement à la place de, techniquement impossible. Comme Jean Genet, qui était aussi très impliqué avec les Black Panthers et qui par ailleurs avait des attitudes totalement désastreuses vis-à-vis de jeunes femmes, par exemple, ou qui a été, c'est ressorti des histoires de viol de mineurs, etc. Donc, il y a aussi toute cette façon de voir quelqu'un dans un ensemble de comportements sociaux qui peuvent être très contradictoires parfois. Attends, là on fait deux oui, c'est un grand... Mais je pense que ça part du même... Alors, pour revenir sur ta question, non, je pense pas qu'on puisse parler à la place d'eux. Je trouve que c'est d'ailleurs très problématique. Enfin, c'est pas possible. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que ce que j'ai fait, alors oui, il y a des questions, je me suis vraiment servie, j'ai puisé dans différentes choses, j'ai remis en scène des choses. C'est toujours très composé, on va dire, donc en mettant... Et d'ailleurs, c'est aussi une des questions, c'est que c'est un peu polarisant, je trouve, parfois. Mais c'est cette idée, en fait, de composer avec différents éléments qui seraient hétérogènes ou carrément pas du tout censés se répondre ou se retrouver ensemble. Donc c'est ce qui m'intéressait. Et dans le cas de l'opéra Dustan, moi en fait j'ai eu l'impression de le faire un peu comme on ferait parce que c'est là où l'opéra, je trouve ça hyper intéressant comme forme, puisqu'on peut raconter des histoires, mettre en scène. Enfin, c'est vraiment un endroit de narration et de narration aussi dans les opéras. Souvent, il y a des conflits, il y a des drames. Enfin voilà, c'est très. Moi, je suis un peu drama queen aussi dans un sens, et donc ça m'intéresse. Et là, je trouvais que c'était encore différent des performances que nous avons vues précédemment, puisque c'est du texte, on peut raconter l'histoire, et on peut raconter, au fond, c'était raconter une histoire relativement récente, qui est en plus recontextualisée par tout ce qui se passe autour de la PrEP, donc en 2012, 2011, voilà. Donc il y avait cette idée de se dire, tiens, il s'est passé ça autour du début des années 2000, il se passe ça environ 10 ans plus tard, comment est-ce qu'on relie toute cette histoire, et encore 10 ans après, puisque voilà, il y avait un peu... Et en l'occurrence, un opéra est souvent lié aussi à une scénographie, là, qui n'a pas existé. Si, tout à fait, bien sûr, c'est une énorme installation, d'accord. Des textes peints
peints sur des rideaux et tout ça. Oui. C'était dans l'expo d'Okui à la Biennale de Venise. Il n'y a pas de vidéo parce que c'est vraiment en fait Et ce qu'on a fait beaucoup avec Nico après, c'est que je produis des œuvres. Donc là, c'est encore différent. Il y a toute la partie performative qu'on a vue, mais après, j'ai vraiment produit des sculptures pour que la musique de Nico qu'on fait pas ensemble, hein. Moi j'écris des textes ou alors je lui amène par exemple il y a des pièces qui sont des lits avec des haut-parleurs où il y a la voix du Stan justement, la voix de Marguerite Duras, la voix de Eileen Miles, de poètes et de poétesses que j'aime bien. Ça a vraiment switché aussi dans le travail. C'est vrai qu'à ce moment-là il y a eu un peu moins de performances live. Et voilà, et pour revenir encore sur cette question je sais pas, peut-être que je peux montrer un truc un peu ça, où là en plus il y a un peu de tout, il y a un peu de Nico, il y a un peu de qui parle pour qui. This Gun Machine. Ouais, alors comment je mets en full screen, je sais This Guns Machines Future Society, c'est ça, hein, Ouais, bon on voit pas tout parce que l'extrait est court. Et là encore, il y a un peu c'est vraiment ces idées. Alors, il y a comme composante, il y a un texte de Donna Haraway qui s'appelle Le Manifeste Cyborg, qui date de 1983 ou 1983 ou 4. Il y a, donc c'est ce qui est imprimé sur ces grands panneaux un peu colonnes. Il y a des performeurs de stand-up comédie de la ville de Memphis. Dans le Tennessee, qui est une ville très importante pour son histoire, notamment c'est là que Martin Luther King est assassiné suite à une grève des éboueurs noirs qui travaillaient dans cette ville, qui protestaient contre l'inégalité et les niveaux de salaire et le traitement dont ils faisaient l'objet. Il y a Hendrik Gray qui joue de la musique, donc c'est stand-up comedian. Il y a 2 personnes blanches, 2 personnes noires qui parlent un peu de ce que produit aussi le port d'un certain objet, qui sont des grills, donc qui sont des objets qui sont très présents dans la culture rap, particulièrement du sud des États-Unis. Les grills sont des fausses dents, pas des dents. Oui, tout à fait, que j'avais amené, que j'associe aussi au cyborg, mais aussi au rap, voilà. Au Dirty South. Au Dirty South, exactement. Donc dans le film, il y a un peu de tout. Il y a un peu de Hendrik qui fait sa noise au cours d'une performance. Il y a la musique que Nicolas a composée pour le film. On voit à gauche un Nicolas. Voilà, une sorte d'électro. Il y a une de mes anciennes étudiantes qui est de Détroit qui lit le Manifeste Cyborg. Enfin voilà, encore une fois, c'est une sur la vidéo, composition. De quoi s'agissait-il sur la vidéo? Parce que la vidéo, c'est un film que j'ai tourné à Memphis où en fait, justement, là est posée très clairement la question de l'appropriation culturelle. Donc dans ce film, qu'est-ce qu'on voit? On voit la ville de Memphis avec de longs travelling sur cette ville où j'ai passé beaucoup de temps. On voit justement, on entend ma voix mais on ne me voit jamais. On m'entend poser des questions à ces 4 performeurs de stand-up comedy, à savoir est-ce que cet objet, le grill, qui est donc un élément fondamental de la culture rap, et notamment du rap du sud, donc de Memphis, parce que je suis une grande fan de pas mal de rappeurs et de rappeuses qui ont produit des choses là-bas. Est-ce que cet objet, on peut le déplacer? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le prendre et dire, en fait, ça devient un objet de spéculation, hein, bien sûr, mais qui pourrait être relié au texte, par exemple, de Donna Haraway sur les cyborgs. Et on a des discussions comme ça. Et voilà. Et ces personnes, notamment Darius, avec qui on est devenus très amis, me disent, non, en fait, il ne faut pas déplacer cet objet. Tu ne peux pas le prendre. Tu ne peux pas arriver en tant qu'Européenne à Memphis et prendre cet objet et faire ta mise en scène. Et donc tout le film est un peu là-dessus. Donc c'est assez... moi je trouve que le film est intéressant parce que est posé très directement justement cette question de qui peut parler pour qui, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre, comment on le fait. Et avec qui et dans quelles conditions et au fond, oui aussi quel est le rôle... Après, qu'est-ce que c'est en fait être artiste? Est-ce que c'est juste on sert pif paf pouf
Et voilà, on doit répondre de notre... c'était aussi un peu... Moi, j'ai pas beaucoup d'illusions sur la fonction de l'art comme vertu émancipatrice. Mais néanmoins, voilà, on pose ces questions. Après, il y a plein de couches dans le film, et notamment au niveau musical, là, je pense que ça regroupe tous mes intérêts. Donc, la noise, la musique que fait Nico, qui vraiment n'a rien à voir avec de la noise pour ça. Et puis, tout ce que je connaissais à l'époque du Dirty South, que j'adore cette musique DJ aussi Screw, pour les productions. Alors DJ Screw, c'est pas du tout... pardon, c'est pas Dirty South. C'est Houston, c'est différent, mais ce qui m'intéressait beaucoup justement, c'est toutes les prods, puisque c'est beaucoup de samples, de musique comme ça, très froide en fait, très électronique, beaucoup de samples de musique de films d'horreur, donc c'est très très beau et c'est c'est produit avec assez peu de machines en tout cas et assez peu de moyens, mais voilà, ça me plaisait beaucoup. Et donc j'ai produit ce film qui est surtout un questionnement adressé à moi-même et à ce petit groupe qu'on formait et voilà. C'est tout. Je sais pas si j'ai un bout du film. Je crois pas que j'ai un bout du film. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit aussi l'évolution de tes... Oui, disons que cette question, elle m'a été adressée de plus en plus aussi au fur et à mesure. Cette question-là, justement, de dans quelle mesure je pouvais utiliser toute cette musique. Donc c'est vrai, bon, j'ai beau dire oui, mes parents écoutaient beaucoup de free jazz. Bon, ça légitime pas tout. Et donc, à travers ce film, j'essaye d'y répondre. Enfin, c'est pas vraiment qu'on répond directement, mais de trouver des méthodes pour exposer aussi ces questions. Donc moi, j'aime bien aussi que ça soit assez transparent. Quel retour? Moi, ça m'intéresse aussi, les retours que tu as. C'est-à-dire, là, justement, tu dis, on m'a posé beaucoup... c'est-à-dire ce qui stimule aussi ta propre pensée, la remise en question de ton statut d'artiste ou je ne sais quoi, la gentrification de ce statut ou je ne sais pas quoi. En tout cas, toutes ces questions qui te sont... ou ces choses qui te sont parfois, j'ai entendu qu'on t'a reproché, dans laquelle des fois, parfois, ça crée des réactions assez défensives. Moi, là, c'est pas du tout pour te les poser directement, c'est pour savoir... J'ai un exemple qui est assez bon, je pense qu'il est très parlant, puisque la performance là que j'ai montrée tout à l'heure, donc j'ai montré un extrait dans un lieu qui s'appelait Beyrouth, mais qui se trouve au Caire, où je joue les disques de La Grande Oreille, Mary lit les textes de Sun Ra et Hendrik joue de l'orgue. L'autre lieu, c'était 1 mètre cube à Lausanne. Et ensuite, on l'a faite, cette performance, à la Fondation Calder à New York. Et il se trouve que donc, dans le public, il n'y avait que des personnes blanches, mais les gardiens et les gardiennes de la Fondation Calder étaient toutes des personnes noires. Et évidemment, oui, c'était pas OK. Parce que dans les textes de Sun Ra, il y a aussi toute la langue, donc il faut aussi... Voilà, les termes aussi utilisés. Par exemple, il dit « The American Negro », qui est tout à fait cohérent pour un intellectuel noir afrocentriste en 1954 de l'écrire comme ça. Mais aujourd'hui, de l'entendre comme ça, c'est pas dingue. Et surtout dans un contexte comme celui-là. Donc je pense aussi qu'il faut... En fait, les œuvres, elles changent de sens selon l'endroit où on les montre, mais aussi selon l'époque où on les montre. Parce qu'on devient aussi plus aguerri à certaines questions... sociales, théoriques et des problèmes de représentation. Moi, il y a des œuvres que je ne montre plus aujourd'hui, que j'ai faites parce que, je pense que ce n'est pas utile de les montrer et que, oui, elles posent des problèmes que peut-être elles ne posaient pas aussi à l'époque. Donc, ce qui veut dire, tu remets aussi, toi, en question tu remets tout le temps sans arrêt. Le truc sur... oui, il faut tout le temps réviser, en fait. C'est un peu un processus de révision. Et après, je sais pas, par exemple, je peux vous montrer un film que j'ai fait avec Nico qui pose un peu cette question vraiment très directement, mais en même temps, il y a d'autres choses dedans. Attends, c'est où? Une performance avec Nico? Non, mais tu sais, la petite vidéo, là. Ah, oui, dans la neige? Je trouve pas, ouais. Comment ça s'appelle, déjà? Live Through That, non? Ah oui, c'est ça. Bon, on l'a pas. Ah, je sais pas où elle est. J'ai dû oublier de la mettre. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. Ah non, regarde, celle-là. Ah non. Live Through That. Tu m'aurais dit, je l'aurais ramené. Bah ouais, mais je croyais qu'elle était dans mon dossier. Attends. But it's not. Je la vois. Attends. Je vais t'aider à la trouver.
Non, tu l'avais mis dans le... Tiens. Non, mais ça, c'est des morceaux. Ah, non, d'accord. je crois qu'elle n'est pas là. Ok. Doesn't matter. Bon, peu importe. Bah, cela dit, tu peux la mettre en fond sonore. Si, C'est pas ce morceau, en fait. Ah, tu as pas le morceau, c'était juste la vidéo. En tout cas, elle fait partie là d'un ensemble aussi. Alors, moi, dans ces pièces récentes, la partie musicale, elle existe comme un support, parfois des disques, que ce soit l'opéra ou la bande son d'un des films les plus récents que tu aies fait, à partir du moment où tu as commencé à te diriger vers des productions, je dirais pas cinématographiques parce que c'est pas l'enjeu, mais de créer cette espèce de choses feuilletonesques. Est-ce que tu peux parler de ça justement? Comment tu produis? Petit à petit aussi, tu t'es déplacé vers des tournages. En fait, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que comme dès le début, j'ai filmé les performances de manière un peu tricheuse, donc pas au moment du live, en remettant un peu les choses en scène, en faisant des trucs très statiques. Et donc, progressivement, oui, ça m'a amené un peu à la mise en scène, vraiment plus de films, peut-être. Peut-être la performance ou le film à Memphis peut-être a donné aussi des... Oui, il y a eu oui, c'est vrai que le film à Memphis, ça a vraiment basculé. Donc ça, c'est aussi un moment d'une rencontre particulière où j'ai rencontré une personne qui s'appelle Olga Rosenblum, qui fait de la production de films. Et je lui ai raconté ce projet qui était très ancien, en fait, que j'aurais souhaité faire autour de 2008. Donc j'étais allée à Memphis pour un voyage de recherche. Et j'avais l'idée un peu de cette performance où, voilà, les gens... C'était un peu différent. Justement, il y avait moins ce questionnement. Et puis, Olga m'a proposé qu'on produise, en fait, ce film là-bas. Donc c'est là que je commence vraiment à faire des films. Une équipe de cinéma. Avec une vraie équipe, plus cinéma, avec une façon de produire vraiment plus collective et très différente de ce que je faisais avant en filmant mes performances, même si très vite j'ai aussi quitté le lieu de l'institution pour faire les performances, pour les mettre en scène dans des lieux que je choisissais moi. Et donc c'était des actions comme ça, un peu filmées. Voilà. Et puis je commence à aimer faire des films et donc réfléchir à la musique dans les films. Et je peux montrer quelque chose peut-être. Allez, vas-y. Ça devient un peu du générique. Sur le film de zombies. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis très déconcentrée. Dès que je trouve pas mon truc, Ah voilà, donc ça c'est le début du film que tu avais présenté aussi au Palais de Tokyo, non? Il y a longtemps, oui, dans une exposition qui était très bien, qui s'appelait Futur, ancien fugitif. Donc commissaire était Franck Balland, dans un espace très beau, qui est l'espace... comment s'appelle cette salle? Je ne sais plus, mais la salle ronde qui a été fermée longtemps. Et voilà, on a présenté, ce film. Et donc là, c'est vrai que ça change pour moi. Peut-être que j'en ai eu un peu marre de la performance. Comme mode de travail, où en effet peut-être je suis plus directive. Au fond, je trouvais que le film permettait plus de collectif en fait, et ça m'a beaucoup intéressée comme façon de travailler, comme façon d'écrire aussi. J'allais dire parce qu'il y a aussi le début plus de comédie. Il y a une forme de narration un peu ludique, à la fois ludique, mais aussi plus dans la métaphore. Tu dis les choses de manière peut-être moins didactique, ou en tout cas les choses je sais pas, prennent des formes autres, en tout cas formes narratives notamment. Ouais, là du coup c'est un peu le passage de l'archétype aussi. Là ça commence presque comme un slasher. On intègre aussi un peu des scènes du réel, parce que dans tous les films quasiment que j'ai produits jusqu'à présent, on a plutôt des situations que vraiment un script avec des dialogues écrits. Donc on a des situations, on a un peu une histoire, et ensuite on improvise beaucoup, donc on ne sait jamais trop ce qui va se passer, et du coup je trouve que ça crée des situations intéressantes.
Oui, il y a l'improvisation. En fait, c'est marrant, mais pour moi, c'est dans le film que je fais de l'improvisation et dans les performances qu'il n'y en a vraiment pas du tout. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je performe pas, mais... Et peut-être les musiciens et les performeurs et les performeuses improvisent, mais pas tant. Donc c'est vraiment dans le film que j'ai beaucoup plus d'espace pour pas savoir ce qui va se passer et tout ça. Souvent, comme tu disais, les performeurs sont aussi dans une scénographie très réglée, avec quelque chose dans lesquels ils ne sont pas finalement aussi libres que ça de faire... même s'ils ont leur liberté dans leur emplacement. Mais là, tu dessines des vrais personnages, en tout cas des caractères qui ont une fonction, qui est à la fois de fictionné, documentaire, toujours avec cette frontière. Et ta mère, je crois, était très cinéphile. Donc il y a aussi des réminiscences, un petit peu le free jazz du côté de ton père, le cinéma du côté de ta mère, et peut-être que quelque part il y a une sorte de chose qui vient se nourrir inconsciemment de ça des années après. Sans doute. Ouais, je dis ça, c'est une hypothèse. Hein, mais... Non, mais après c'est vrai que c'est aussi de découvrir des nouvelles façons de travailler. Ça fait du bien, je pense. Est-ce que par exemple, sur d'autres artistes qui ont des velléités cinématographiques, ou en tout cas comme, je sais pas, je dirais Neil Beloufa, ou qui produisent des films dans le milieu de l'art, mais qui en même temps existent comme des systèmes autonomes, presque des systèmes d'industrie du cinéma, on en avait déjà discuté une fois. Est-ce que c'est des choses qui peuvent t'intéresser, ou est-ce que tu crois que le contrôle de la production de A à Z, ou en tout cas d'être dans un domaine artistique, c'est-à-dire qui ne serait pas piloté par une industrie externe, est-ce que ce sont des choses où c'est des choses tu peux pas faire de compromis là-dessus? En fait, je réfléchis pas tellement à ça. Je sais que j'ai pas tellement envie de travailler dans l'industrie du cinéma, ça c'est sûr. De toute façon, je n'y suis pas vraiment invitée, mais je me pose pas vraiment ces questions. C'est-à-dire que je me pose plutôt des questions en fait, je travaille beaucoup par opportunité. D'ailleurs, il est possible que si j'ai aucune opportunité, je serai juste plus artiste. Voilà. Pas non plus, voilà. Donc, je monte un peu des choses avec les moyens que j'ai, les situations. Et c'est vrai que, pour en revenir à l'enseignement, ça a été aussi l'occasion de produire des choses. Bon, d'abord parce que j'enseigne dans une école qui en a eu, en tout cas, qui les a toujours, hein, mais il ne faut pas s'inquiéter, mais qui a les moyens peut-être d'organiser des voyages, de créer des situations, de prêter du matériel. Tous les films que j'ai faits n'ont pas été régis par ce rapport à l'enseignement, mais quelques-uns. Et puis après, il y a aussi, oui, c'est marrant de faire des films avec un groupe d'étudiantes et d'étudiants, si elles en ont envie. C'est pas toujours le cas. Faut pas que les personnes se sentent forcées. Enfin, c'est tout un équilibre assez ténu. Mais en tout cas, cette question de comment produire, je trouve qu'elle se pose toujours au cas par cas. Et je pense que c'est le cas pour plein d'artistes. Peut-être certains mettent en place vraiment des principes, des cadres. Et moi, il y en a pas vraiment. Après, je sais que j'ai quand même des façons de faire. C'est-à-dire que moi, j'aime travailler avec des personnes que je connais bien. J'aime l'idée qu'on a produit petit à petit, en travaillant longtemps avec certains et certaines, des façons de se comprendre, de trouver des choses. Ça laisse aussi justement plus de place aux personnes, puisque je les connais bien. Du coup, j'ai confiance. Alors qu'en fait, sinon, j'ai jamais confiance. Je contrôle tout. Et voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'était pas pour parler spécifiquement de ton envie ou pas de cinéma. C'était plus comment se produisent les films, c'est-à-dire comment tu fais rentrer. Bon, comme tu disais, il y a la musique d'un côté, mais il y a aussi ce processus que tu as continué à poursuivre avec tes étudiants, avec Gruppo Petrolio. Et je vois un film qui est aussi en train de se fabriquer au moment où tu le fabriques. Enfin, forcément, il se fabrique au moment où tu le fabriques, mais je veux dire, qui se fabrique sans forcément avoir un objectif. C'est le process qui t'intéresse autant que la finalité, que le film en tant que produit fini. Mais justement, en fait, comme au début, moi je disais, je prenais les gens un peu, je les posais pour ce que IL représente, ou qui est très flagrant. Voilà, Mary stands for burlesque, camp, etc. Mais au fond,
et Lionel, voilà, le milieu underground, ce truc un peu presque, voilà, archétypal plutôt que caricatural. Je pense que avec les films, je fais un peu la même chose malgré tout. Donc de prendre les personnes et les situations telles qu'elles se présentent, et après pouf, on a un script, on fictionne un peu, mais au fond l'idée c'est quand même de montrer, et c'est beaucoup basé sur les gens, et ça on le retrouve je pense dans l'expo au Palais. En fait, j'interviewe ces personnes. On crée une situation, oui, les personnes sont dans cette chambre d'hôtel, il y a des éclairages un peu, voilà, over the top. J'ai beaucoup choisi les chambres d'hôtel, ça c'est très curated. Et puis, et puis toutes ces questions en fait, que l'on aborde, moi je sais déjà ces histoires, on me les a déjà racontées. Ces personnes me les ont déjà racontées. Donc je leur demande de répéter. Mais au fond, c'est quand même cette idée. Et je pense que cette idée, elle vient du tout début, quand je lis ces textes sur Warhol et Fassbinder. Mais c'est vrai, hein, je pense que c'était un peu un début du travail de voilà, prendre les personnes et les poser là, dans un contexte particulier. Et en fait, à partir de là, on peut faire plein de choses. Et c'est un peu toute l'idée de ce texte, mais aussi, je pense, de stratégie de ces personnes à cette époque. Donc, je ne m'identifie pas à elles, mais j'y trouve une méthode. Et c'est aussi un peu comment... voilà, je crois que la question du texte, c'est un peu comment dans le monde capitaliste, en fait, la position camp, donc la posture, le côté vraiment... Oui, gratuit de la posture, c'est-à-dire qui ne dit rien autre chose que produire sa propre esthétique, qui peut être tout à fait muette et pas discursive, et en fait une stratégie, une counter-stratégie, une contre-stratégie ou une stratégie pour contrer les effets du capitalisme. Bon, c'est un peu l'idée, mais je ne dirais pas que c'est ce que je me suis acharnée à faire toutes ces années, mais je pense qu'on retrouve ça. Donc dans les films, en effet, eh bien, les personnes qui participent sont là... tout à fait pour elles-mêmes, et peut-être que des fois d'ailleurs elles sont, je ne sais pas si elles sont esthétisées, mais en tout cas elles sont renvoyées à leur personne, à leur personnalité. Personne ne peut vraiment se transcender dans mes films à travers le jeu ou un rôle qui lui serait attribué, puisque les gens jouent vraiment leur propre rôle. Et voilà. Et il y a aussi ce process qui est en circulation entre toi et tes étudiants. Par exemple, le film était une idée aussi de tes étudiants, de dire pourquoi, à partir d'un workshop où vous parliez, vous discutez au début, il y a tous les premiers épisodes qui sont un petit peu chiants, où vous êtes juste autour d'une table à lire des textes. Non mais, pardon, non mais quand je dis ça, c'est un peu une blague, mais de dire un peu comme chez Rivette dans Out One, où tu vois les répétitions continuelles de théâtre, hein, et que petit à petit le film crée une sorte d'échappée narrative à partir au début d'un matériau qui est encore qui n'existe qu'à travers des corpus de textes, et voilà. Et c'est comment cette évolution lente va infuser et te faire réaliser une enquête, enfin un film qui est finalement aussi une enquête à la fois entre la fiction et le documentaire. Oui, c'est vrai. Bon, après, quand même, dans les derniers épisodes, je suis toute seule parce que je pense que j'ai vraiment fatigué tout le monde. Tiens, d'ailleurs, on va montrer. Tu veux qu'on écoute un peu, justement, dans Gruppo Petrolio, que tu nous montres un petit extrait pour ceux qui n'auraient pas vu l'intégralité. Il y a une vingtaine d'heures de vidéo, donc c'est très, très long. Oui, alors aussi, pour revenir à la musique, c'est aussi, ça aussi, il y a un peu... Bon, là, il y a de la musique. Dans le film précédent, c'est vraiment Nico a composé la bande originale. Et là, on se sert en fait avec Odey, donc la monteuse avec qui je travaille. On puise, peut-être dans ma discographie, mes morceaux préférés. Mais ta discothèque que ta discographie. Ouais, c'est un peu mes mini-obsessions. Ta playlist. Ça va de... je sais pas, de Freeze Corleone à, je sais pas, Colette Mani, c'est un peu n'importe quoi. Et là, c'est un morceau de... je vous dirai après. Mais là, on assume l'extra diégétique là, à fond. Du son. Qu'on peut monter... on est au max. Vous entendez? Mais c'est pas très fort. Non, mais nous, on n'entend rien parce qu'on est en dessous. Aussi. J'ai jamais lu, j'ai vu des films, mais j'ai jamais lu. Il a écrit un livre qui s'appelle Pétrole. Ah ouais. Après, ça parle du pétrole au Texas? Non. Ça parle du pétrole en Italie, puis ailleurs.
bon, là c'est aussi très très long, donc c'est pas possible de demander à quelqu'un de faire toute la musique de 19. Enfin, ce serait beaucoup. Ah, j'ai entendu parler de ce truc de Stockhausen, l'opéra. C'est un opéra où c'est un mardi, lundi, mardi. Bah, c'est chaque jour et une pièce. Un opéra sur une semaine, c'est ça? Ouais. Et je crois que chaque journée est très complexe à monter, à mettre. Ça, c'est Zelda Weinen, une amie, Maya Isofulke, qui est artiste, qui était artiste. Donc on se sert. Et tu choisis plutôt bien tes mots. Éteins ton internet. Rejoins-moi, je vais te faire ta fête. Vas-y, oublie ton porte-monnaie. J'ai des valises pleines de billets. On ira faire les cons, on ira. Et là, c'est toujours, tu travailles un peu toujours avec la même équipe autour de toi, c'est ça, hein, le chef-op, le monteur. Projet très différent, oui. On sera les enfants terribles. Notre amour comme un combustible. Bonnie et Clyde, on sera crédible. Donc oui, là c'est une enquête sur... Bah vous voyez. Toi et moi sur le toit. Mais le billet d'aller en plein mois d'août. T'inquiète bébé. Bah après c'est aussi pareil, c'est-à-dire est-ce que une écriture collective, bon, c'est pas trop ce qu'on va écrire. Ça va dépendre aussi. Moi par exemple dans mes cours, ça dépend des personnes qui étaient là le jour où on a écrit l'épisode 5. Et puis l'épisode 6, bah, c'est pas les mêmes personnes parce que les étudiants ils viennent pas tout le temps à l'école, loin de là. Et puis bon, voilà, donc il faut avancer. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une certaine sérendipité. Enfin, je pense que ça fait partie de ces pratiques collectives ou d'improvisation, etc. Il y a toujours ce truc, on ne sait pas trop ce qui se passe. What is next, on va dire. Et puis bon, à la fin, je me retrouve toute seule, mais ça, c'est dans le film. Enfin, c'est dans la réalité aussi. Non, mais je trouve que ça, c'est intéressant. C'est que là, dans le fait d'écrire une série, moi, je ne suis pas fascinée par les séries. Je ne fais pas du tout partie de ces gens qui adorent les séries et tout. Vraiment, je ne comprends pas trop ce truc. Mais par contre, j'aimais bien l'idée d'écrire un truc tellement long que justement, toutes les scènes aussi qui sont à la fois du vrai et du semi-fictionné, mais qui sont documentaires, où les protagonistes se disputent, par exemple. Bon, on peut laisser aussi beaucoup plus de durée dans le fait de dire que quelque chose va être très long et on ne sait jamais ce qui va se passer après. C'est plus de l'ordre ne peut pas être écrit à l'avance. C'est plus de l'ordre du soap opéra. Oui, voilà. Puis il y a des feuilleton. nouvelles personnes qui arrivent, qui vont participer un peu à l'écriture, récupérer un script, le modifier. Donc, je pense que ça rejoint aussi des questions. Peut-être qu'au fond, comme je disais, j'improvise beaucoup plus avec ça qu'avec les performances où, au contraire, j'expose de la musique improvisée. Mais en fait, c'est très rigide. Donc là, à l'heure actuelle, oui, je m'amuse plus à faire ça. Qu'autre chose. Et est-ce que, juste pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, juste cette grande fresque feuilletonesque, ce millefeuille de vidéos, est-ce qu'il a une vocation à être montrée autrement? Est-ce que parce qu'il y a aussi toute la trattoria que tu as reconstituée, que tu viens justement de récupérer, qui était la trattoria, donc comme je le disais au départ, qui était celle que fréquentait Pasolini. Est-ce que tous les éléments, y compris les vidéos que tu as montrées dans l'exposition, qui me semblent là pour le coup très liés au dispositif scénographique, alors que le film, il y a très peu de gens qui vont voir les 20 heures de vidéos. Est-ce que tu vas les mettre en ligne? Est-ce que tu as prévu de le montrer en salle, à la télé, je ne sais pas, ou je ne sais où? Ah là là, quelle question. Non, c'est juste que c'est une question que je n'arrive pas à résoudre. Alors, disons dans le principe qui est à la fois aussi un peu un fantasme, il y avait donc l'idée que toutes les personnes qui ont participé à Groupo en soient les autrices. Donc voilà, je sais pas, Mina par exemple peut montrer les épisodes à sa guise. Donc j'ai transmis, mais je pense que tout le monde les a déjà perdus, les liens pour télécharger tous les fichiers. Enfin, l'idée c'est que
toutes les personnes qui ont participé puissent montrer ça éventuellement. Sauf qu'évidemment, je travaille avec des jeunes artistes qui ont plutôt envie de montrer leur propre travail qu'un film collectif de 19 heures. Si elles ont l'opportunité de montrer quelque chose, c'est tout à fait logique. Et après, il y a même l'idée qu'au fond, ça circule, qu'on fasse vraiment, qu'on file des liens et que ça circule et qu'on ne sait pas qui le montre et que n'importe qui puisse montrer Groupo dans n'importe quelle condition. Sauf qu'en fait, personne ne le montre. C'est, voilà. Et après, moi, ça me plaît quand même plus de l'idée de le montrer dans une salle. Même pas une salle super, la question de la qualité n'est pas du tout importante, c'est-à-dire il faut pas avoir un super système son, c'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est vrai que le streamer et de le regarder sur un écran tout seul chez soi, je trouve que c'est vraiment fabuleusement chiant. Ça peut être rébarbatif. Ouais. C'est vraiment époustouflant à quel point ça devient terne. Donc, non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est aussi des pratiques comme ça. Enfin, moi, j'ai pas tellement, en fait, cette pratique de regarder beaucoup de trucs sur écran. Ça m'intéresse pas. J'aime vraiment pas trop cette expérience. Bien sûr, je le fais parce que j'ai besoin de voir certains films, mais j'en retire assez peu de plaisir. Et je trouve aussi que Groupo est trop ennuyeux, enfin pas ennuyeux, mais c'est long, c'est un peu un truc aussi, là il y a aussi un truc un peu nerdy quand même, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a des blagues, voilà, donc je suis ravie si les gens le font, mais c'est pas le but c'est plutôt une expérience collective là encore, mais évidemment je sais pas dans quelles conditions elle pourra avoir lieu, et j'ai fait des projections au 102, qui est aussi un lieu de diffusion de la musique expérimentale à Grenoble, et au Spoutnik, qui est un cinéma aussi alternatif à Genève. Et on a montré la moitié à peu près, donc une nuit entière d'épisodes de Groupo. Et à Grenoble, c'était sympa parce que les premiers épisodes parlent vraiment de Grenoble. Donc les gens, ils voient leur ville et ça les fait trop rire. Il y a plein de blagues sur tel quartier. Enfin, c'est vraiment marrant quand on est de ce coin-là. Mais bon, à Genève, ça a déjà beaucoup moins bien marché. C'était le 15 août, il faisait très chaud. Et j'ai vu les gens souffrir de la durée. Et j'étais très gênée, parce qu'en plus, c'est que des amis qui sont venus. Et je les voyais, ils étaient trop gênés. Ils voulaient juste sortir. Et hop, on leur remettait l'épisode 6 qui dure 1h20. Enfin, c'était dur, quoi. Voilà. C'est une performance en soi. Oui, je vends très bien Groupo, comme vous avez pu le voir. J'espère que la fondation d'entreprise Ricard est prête à diffuser les 20 épisodes prochainement. Non, mais voilà, c'était une blague, pardon, pour finir. Non, écoute, en tout cas, merci Lily. Peut-être juste un dernier mot pour pas finir sur cette pas défaillance, mais sur ce voilà, ce qui vient après, parce que tu m'as parlé, ça, vraiment, je l'ai appris de toi. Tu parlais de ce projet, le Canard de Fribourg, qui est encore un projet musical, mais qui a une collaboration entre toi et Nicolas. Oui, alors c'est une commande publique que j'ai un peu détournée, donc dans un collège en Suisse où il y avait une sorte de banc qui, vu du ciel, ressemblait à un canard, et le collège c'est devenu le collège du canard. Ils ont une mascotte qui est un canard. Et en fait, ils ont fait des travaux de rénovation et le banc canard a été éjecté avec ces travaux. Donc on m'a demandé de restituer l'esprit du canard dans le collège. Et je pense qu'au départ, ils voulaient que je fasse des bancs ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait des entretiens en fait avec les élèves, quelques-uns, hein, très peu, mais on a fait plein de discussions et j'ai récolté ces informations et j'ai écrit... Enfin non, d'ailleurs, c'est même pas ça. Et Nicolas a écrit 5 ou 6 chansons, 6 je crois, sur la vie au collège du canard. Donc à la fois son histoire et aussi il y a un morceau qui s'appelle les micro-ondes, parce que les élèves font chauffer leur repas dans des micro-ondes. Il y a plusieurs choses, et donc moi j'ai fait une chose que j'utilise assez souvent, qui sont des rideaux avec l'impression donc des paroles qui sont accrochées en fait dans un espace du collège qui est d'ailleurs le plus ancien, qui est un préau qui date du début 20e, à l'époque à laquelle le collège s'est implanté dans la ville de Fribourg. Et c'est des morceaux très pop comme ça. D'ailleurs, je les ai pas là, mais c'est dommage. Ah, ils sont déjà réalisés. Ouais, on les a produits et l'œuvre est installée. Donc l'œuvre, ce sont les rideaux avec les paroles.
Et puis, j'ai créé, en fait, l'idée, c'était aussi que ces adolescentes et ces adolescents puissent se cacher dans cet espace qui est déjà un peu planqué et au fond, fermer les rideaux pour ne plus être visible aux yeux des adultes, des profs, des encadrantes et des encadrants. Et donc, sur ces rideaux, il y a les paroles des chansons que Nico a composées, écrites d'après les entretiens que moi j'ai fait avec les élèves et d'après leurs propositions de sujets qu'ils avaient envie qu'on aborde, en fait. Et comment ça a été reçu par les étudiants ? Je sais pas. Je sais pas. Non. En fait, ça a été très compliqué parce que j'ai été invitée en 2019 et je suis allée la première fois, je crois, le 21 février 2020. Et donc après, je les ai pas du tout revus. Et ensuite, là, c'est vrai que c'est un projet qui a été dur parce qu'il s'est beaucoup étalé dans le temps. Et en fait, c'est un projet des commanditaires. Donc dans les commanditaires, c'est les usagers et les usagères d'un lieu. Donc là, c'était les lycéens et lycéennes. C'est un collège, mais en Suisse on dit collège pour le lycée, qui était commanditaire, mais ces commanditaires, avec tout le temps que ça a pris, le Covid, de pouvoir revenir, ils sont partis avant même d'avoir pu voir le résultat de leur commande. Et c'est d'autres, mais ça c'est souvent comme ça. Enfin, c'est le cas aussi dans, je sais pas si des étudiantes ou des étudiants fondent un syndicat. Enfin, en général, on œuvre dans ce genre d'institutions éducatives, on travaille souvent pas pour profiter du résultat soi-même, puisque les temps sont très courts. Un master, c'est 2 ans, un passage dans un lycée, c'est 3 ans, et donc c'est jamais pour soi qu'on fait les choses collectivement. Voilà. Merci en tout cas Lily. Je pense qu'on va aller boire un verre parce qu'on a un petit peu excédé le timing. Ouh là là, oui. Ouh là là. Sorry. Merci encore Lily pour ce talk. Et, merci beaucoup pour votre patience.